Chaque jour, ils mettent à l'épreuve les pilotes les plus chevronnés. Malgré une conception et une technologie innovantes, ils rappellent qu'une catastrophe peut arriver à tout moment. Les dangers sont nombreux. Les pistes courtes, la haute altitude, la météo incertaine, les terrains difficiles, les procédures de décollage et d'approche. Et dans les pires cas de figure, la conjonction de ces facteurs. Voici les 10 aéroports les plus dangereux du monde. American 329, trafic à 7 miles. Maintenez position piste 27. Maintenons position piste 27. Qu'est-ce qui rend un aéroport dangereux? Il faut qu'un certain nombre de facteurs soient réunis au même endroit. Le premier point, c'est la piste. Est-elle assez longue? Si elle est très courte, ça pose un problème. Ensuite, il y a les facteurs qui ont une incidence sur l'approche. Y a-t-il des collines sur la trajectoire d'approche? Il peut y avoir des vents violents dus à des turbulences au sommet des montagnes qui engendrent des cisaillements en phase d'approche. Et quand les pilotes ne s'adaptent pas à ces conditions, cela peut s'avérer catastrophique. Dès qu'on s'est posé, on a freiné très fort. C'était comme si on était tout en haut du Grand 8 et qu'on retombait. En montagne, quand on monte de 3000 mètres, l'avion perd 30% de sa puissance. J'ai perdu plusieurs amis qui n'ont pas pu redresser. L'avion était dans la finale. On l'a vu réduire son altitude. Il volait trop bas. On a vu des flammes. Il n'y avait qu'un survivant, le pilote. Il hurlait de douleur. L'équipage n'a pas réussi à suivre les procédures de descente par palier en phase d'approche à cause du relief. Et l'avion a percuté le sol. Southwest 2790, Sierra Sequence. Vous êtes en 3e position. Maintenez point d'arrêt piste 27. Maintenons point d'arrêt piste 27. Merci et bonne journée. Le transport aérien a atteint un record historique qui provoque une congestion du trafic sans précédent. C'est pourquoi, malgré l'automatisation de nombreux systèmes, les pilotes doivent constamment rester vigilants. Quelle est la route de dégagement? Où est le relief? Quel temps fait-il? Parle-t-il bien anglais? Et surtout, quelle stratégie avez-vous établie pendant votre briefing pour faire face à d'éventuels imprévus? Tout au sud de la Californie se trouve le 10e aéroport le plus dangereux, Lindbergh Field à San Diego. C'est une illustration parfaite de la congestion du trafic aérien. Au-dessus de la ville, le ciel est généralement rempli d'avions. Au plus fort de la journée, on compte 55 décollages et atterrissages par heure. Le classement de cet aéroport n'est pas seulement dû au volume du trafic, mais aussi à la proximité de zones densément peuplées. Une situation d'autant plus dangereuse que Lindbergh Field présente l'étrange particularité de n'avoir qu'une piste. C'est l'aéroport commercial monopiste le plus fréquenté du pays. Je trouve ça incroyable, car bien qu'il soit international, il est d'envergure régionale. Nous prenons en charge un total de 550 vols par jour, environ 225 arrivées et 225 départs. Que vous soyez au début ou à la fin de la piste, de 8 h du matin à 10 h du soir,
Vous avez forcément un avion en vue. L'espace aérien de Lindbergh Field étant saturé en permanence, il règne une activité constante dans les airs comme au sol. Les avions doivent aller dans des directions différentes tout en partageant la même piste. Les contrôleurs du trafic aérien doivent donc surveiller attentivement ce qu'ils voient, anticiper la destination suivante des arrivées et l'heure de décollage des départs. Cette chorégraphie complexe n'a pas été sans provoquer des tragédies. En septembre 1978, le vol Pacific Southwest Airlines 182, en provenance de Sacramento, était en approche sur Lindbergh Field. Ce vol régional transportait 128 passagers et 7 membres d'équipage. L'avion est entré en collision au-dessus de North Park avec un Cessna piloté par un élève. J'étais sur mon balcon en train de boire un café avec un ami et les vitres ont tremblé comme pendant un séisme. J'ai vu l'avion dans le ciel. Des flammes et de la fumée s'échappaient de son aile. Puis il y a eu un silence de mort. Un élève pilote aux commandes d'un petit Cessna a croisé la trajectoire de l'avion de ligne et les deux appareils sont entrés en collision. Soudain, j'ai senti l'onde de choc. La fumée et les flammes se sont élevées dans le ciel. C'était une scène de dévastation. Un spectacle inimaginable. Dans chaque arbre, il y avait des restes humains qui pendaient. J'ai pris ma radio et j'ai essayé de décrire ce que je voyais, mais je n'ai pas pu le dire d'un trait. J'ai dit qu'il semblait y avoir des victimes. Je n'ai pas trouvé mieux que cet euphémisme. Malheureusement, les occupants des deux avions et 7 autres personnes au sol ont été tués dans cet accident. Au total, 144 personnes ont trouvé la mort ce matin de septembre. La ville de San Diego a été d'autant plus touchée par la catastrophe que le siège de Pacific Southwest Airlines se trouvait à Lindbergh Field. On n'avait jamais eu d'accident. Ça a été un choc pour nous comme pour la population. Ça ne s'était jamais produit à San Diego. C'est le pire accident d'avion que la Californie ait connu. Et à l'époque, c'était le pire de l'histoire des États-Unis. Le crash du vol PSA 182 a attiré l'attention sur la congestion de l'espace aérien de San Diego. C'est une approche dramatique, mais ce sont les procédures qui sont en cause. Aujourd'hui, un petit avion ne pourrait plus se trouver dans cette zone. Le Cessna était manœuvré par un élève pilote qui portait une visière. Pendant l'entraînement, il arrive souvent qu'un pilote fasse un vol sous visière. On emploie cette expression parce que le pilote porte une casquette coiffée d'une grosse visière blanche qui l'empêche de regarder dehors et réduit son champ de vision aux instruments de bord de l'avion. Après l'accident, on a créé des zones réglementées, les TMA ou régions de contrôle terminal. Un petit avion ne peut plus couper les trajectoires d'approche sur Lindbergh Field. Et aujourd'hui, cela concerne tous les aéroports. Le crash a donné lieu à ce changement majeur. Mais ces mesures de sécurité sont arrivées trop tard pour sauver les occupants du vol PSA 182. On a mis longtemps à panser nos plaies. Et à vrai dire, on ne s'en est jamais vraiment remis. C'est arrivé à San Diego, ça nous a atteints. C'était notre compagnie PSA. Pacific Southwest Airlines n'a pas réussi à surmonter cette épreuve.
Elle a été rachetée par USAir en 1988. San Diego a une longue histoire aéronautique. Dans les années 1920, c'était la ville de Charles Lindbergh et du Spirit of Saint-Louis. Avant de voler jusqu'à Paris en 1927, Lindbergh est parti de San Diego. Son avion sortait d'une petite usine qui se trouvait à l'emplacement actuel de Lindbergh Field. En 1928, dans l'euphorie qui entourait l'exploit de Lindbergh, la ville a lancé un emprunt obligatoire pour construire un aéroport. Pendant les 80 années qui ont suivi le vol de Lindbergh, San Diego s'est développé autour de l'aéroport. On a édifié de nombreux bâtiments que les pilotes doivent éviter en traversant la ville. La difficulté à San Diego ne tient pas tant au relief montagneux qu'à l'environnement urbain. Ce n'est pas seulement le relief, le brouillard, l'approche ou le volume du trafic. On passe plus près des immeubles que dans d'autres aéroports, même si les distances de sécurité par rapport aux bâtiments et aux obstacles sont respectées. La piste est plutôt courte pour un aéroport de cette taille. Et à cause du relief, on doit voler plus haut que d'habitude avant de pouvoir entamer la descente. C'est une approche de non-précision. On ne peut pas descendre tout droit comme un hélicoptère. On suit donc une forte pente. Pour un pilote, c'est un défi assez sérieux. La plus grosse difficulté de l'approche n'est pas la proximité des immeubles. C'est le parking couvert, haut de 30 mètres, qui se trouve à moins de 200 mètres du début de la piste. Le problème à San Diego, c'est le parking couvert. Ce parking est le genre d'obstacle qu'on évite généralement de placer devant un aéroport. Et si on doit vraiment construire un bâtiment, on ne le fait surtout pas devant la piste. C'est pourtant là que cette structure a été construite. C'est une petite difficulté, mais ça ne change pas grand-chose à la descente sur ce genre de terrain. C'est comme une montagne de plus. C'est l'une des raisons pour lesquelles il y a un seuil décalé de ce côté de la piste. On ne peut pas se poser sur les 550 premiers mètres, mais il reste tout de même une distance confortable pour atterrir. L'aéroport Lindbergh fait partie de l'histoire de San Diego. En 2006, ses habitants ont voté contre un projet de construction d'un nouvel aéroport. La piste encombrée et l'espace aérien saturé de Lindbergh Field sont restés des traits distinctifs de la ville. Les aéroports les plus dangereux du monde ne sont pas confinés en milieu urbain ou en haute montagne. On en trouve aussi dans des lieux plus idylliques. Le 9e de notre liste est situé sur l'île portugaise de Madère. L'aéroport de Funchal est dangereux de par son emplacement. Creusé à flanc de montagne, il possède une piste qui s'étend au-dessus de l'océan. Une fois, il y a longtemps, je volais en tant que copilote et le commandant de bord était très nerveux pendant l'approche sur Madère. Ses mains tremblaient sur la manette des gaz. Ce n'était pas vraiment rassurant et on a dû interrompre l'approche. Avec des montagnes bordant les côtes de l'île, les vents peuvent être redoutables. À Madère, des vents de canyon soufflent aux deux bouts de la piste dans des sens différents. Il peut donc y avoir des sautes de vent très... violente juste au moment où vous essayez de vous poser.
Madère était limité par le terrain et par ce qu'on pouvait construire autour. C'est un aéroport côtier adossé à la montagne. Il y a donc des vents de terre et de mer, des vents qui descendent du flanc des montagnes, des turbulences et bien sûr des oiseaux marins. Les chocs aviaires n'arrivent pas seulement à Madère. Mais ils posent un problème que la technologie et l'ingénierie ne peuvent pas totalement écarter. Des oiseaux aspirés par un réacteur peuvent provoquer de sérieux dégâts, et même l'arrêt du réacteur. Le cas le plus célèbre est celui du vol US Airways qui a améri sur l'Hudson. Cet événement a soulevé beaucoup de questions sur les chocs aviaires. Les aéroports utilisent des générateurs de bruit. Ils engagent des fauconniers et envoient des employés tirer des cartouches à blanc très bruyantes pour faire fuir les oiseaux. Les oiseaux, le temps et le relief rendent l'approche sur Madère délicate. Mais une fois ces écueils surmontés, il reste un dernier défi à relever, l'atterrissage. En 1977, un Boeing 727 d'Air Portugal transportant 164 passagers et membres d'équipage est sorti de la piste, longue de seulement 1600 mètres. 131 des occupants de l'avion ont trouvé la mort ce jour-là. La longueur de la piste a été portée à 2700 mètres. Mais pour effectuer cette modification, il a fallu construire une extension au-dessus de l'océan et ériger des piliers en béton pour la soutenir. L'extrémité de la piste est sur pilotis. Par conséquent, bien qu'elle soit parfaite, il est clair que si vous allez trop loin, ce sera catastrophique. Parce qu'il y a un à-pic de 20 mètres. Voler en montagne est peut-être la plus grande difficulté qu'un pilote ait à affronter. Les courants ascendants, la perte de puissance et le mauvais temps se conjuguent fréquemment, ce qui peut avoir des conséquences fatales. À 4300 mètres d'altitude, les montagnes rocheuses réunissent beaucoup de ces conditions difficiles. L'aéroport le plus dangereux des Rocheuses dessert la station de sport d'hiver de Vail. Eagle County occupe la 8e place de notre classement. Vous devez être conscient de la menace que représente le relief. Il faut rester humble face au temps et au terrain. C'est très changeant. Le temps, la neige, la visibilité, ça nous pousse à maintenir un certain niveau de vigilance. Vail est l'un des aéroports les plus difficiles des États-Unis, voire de l'hémisphère nord. Il y a des turbulences dues au vent, il y a l'altitude qui nuit aux performances de l'avion. Ce n'est pas comme voler en plaine. Un moteur perd environ 3% de sa puissance à chaque fois qu'on monte de 300 mètres. Donc, si on monte de 3000 mètres, on perd 30% de puissance. L'avion n'est plus aussi performant. Plus on monte, moins l'atmosphère est dense. Or, ce sont les molécules d'air qui créent de la portance sur les ailes et permettent au moteur de produire une poussée grâce à laquelle l'avion se déplace. Pour compenser cette perte de puissance, il faut augmenter la vitesse. Si vous volez plus vite, vous couvrez plus de distance à l'atterrissage. Et pour décoller, l'avion a besoin d'une plus grande longueur de piste et d'une vitesse au sol plus élevée. C'est l'un des problèmes auxquels vous êtes confrontés. L'approche en elle-même est également sournoise.
Vail se trouve dans une vallée, ce qui restreint vos mouvements latéraux à l'approche de l'aéroport. Mais on est dans les Rocheuses, des montagnes hautes de 3000 à 3500 mètres. Il faut donc survoler les sommets, puis descendre vers l'aéroport, sans oublier qu'une bonne partie de l'année, il y a du mauvais temps et du brouillard qui vont vous forcer à descendre d'une certaine façon. Ça peut être délicat dans la mesure où on peut vous annoncer un temps magnifique au début de l'approche et arrivé au milieu de l'approche, vous rencontrez une tempête de neige ou une averse violente qui réduit votre visibilité en dessous des minima. Il faut alors remettre les gaz et recommencer l'approche. La vallée peut être extrêmement difficile pour les pilotes novices et il arrive que des accidents tragiques se produisent. Les gens ne tiennent pas compte de l'altitude. Souvent, ceux qui viennent des plaines et tentent de franchir un canyon ou une vallée n'y arrivent pas. J'ai perdu plusieurs amis qui n'ont pas pu redresser. Ils se sont écrasés. Il faut être prudent et le temps peut changer vite. La longueur de la piste est récemment passée de 2400 à 2700 mètres. Mais le décollage reste ardu. Eagle County exige une grande précision. Pour y exercer, un commandant de bord doit y venir tous les 18 mois et être évalué par un pilote inspecteur à l'atterrissage et au décollage. Le départ se fait à travers un col nommé Cottonwood Pass et suit une trajectoire qui permet aux avions de ligne de franchir les crêtes. C'est une manœuvre très précise qui dure jusqu'à ce qu'ils atteignent l'altitude de franchissement du relief et montent vers leur altitude de croisière. C'est le franchissement des montagnes qui pose problème. Ici, le relief est le plus gros point noir. Il oblige le pilote à donner le meilleur de lui-même. Briefing de décollage. On va voler tout droit jusqu'à 400 pieds et on va faire un virage à gauche au cap 215. Le départ est surtout difficile vers l'ouest, parce qu'il faut faire un virage rapide pour suivre Cottonwood Pass. Rotation. Train sorti, spoilers rentrés. À 400 pieds, on entame un virage à gauche pour survoler une vallée et éviter les montagnes les plus hautes. De cette façon, même si dans le pire des cas on perd un moteur au décollage, on conserve une marge suffisante pour franchir les obstacles. On peut faire face à l'urgence et revenir ici ou aller se poser ailleurs. Eagle Tour, November 800 Juliette en approche, VOR piste 25, l'aéroport est en vue. Ici, avec le relief, la pente de descente importante et le risque de mauvais temps, on doit être plus vigilant et attentif aux événements. Et l'avion s'use plus vite que si on se contentait de fréquenter des aéroports plus faciles. Les aéroports les plus dangereux du monde sont tous différents et placent les pilotes face à d'innombrables défis. Les 3 derniers figurent sur notre liste pour un problème de trafic saturé. C'est l'aéroport commercial monopiste le plus fréquenté du pays. D'emplacement. L'aéroport le plus dangereux que j'ai fréquenté est Madère. Et d'altitude. Vail est l'un des aéroports les plus difficiles des États-Unis, voire de l'hémisphère nord. Le 7e doit sa place à sa configuration. C'est l'aéroport de Courchevel, dans les Alpes françaises. Il se distingue par sa piste dangereusement courte aux allures de montagne russe. La piste de Courchevel s'achève par un tremplin. On dirait un grand 8 de parc d'attractions. Elle est à 2006 mètres d'altitude et fait 525 mètres de long.
Et la pente est incroyable. La piste monte de 18 degrés et demi dans une direction. Cette pente extrême était une nécessité. La piste a été construite en 1961 pour permettre aux vacanciers de se rendre dans cette ville de montagne isolée. Faute de terrain plat à proximité, ces concepteurs l'ont littéralement creusé dans le flanc de la montagne. De quoi procurer des sensations fortes à une poignée de privilégiés. À l'atterrissage, la montée est très raide. Et en admettant que vous ayez bien négocié votre approche, la déclivité est tellement forte que si vous faites une erreur de jugement pendant votre arrondi, vous risquez de heurter le train avant de l'avion contre la piste qui se dresse devant vous. Hong Kong Kai Tak arrive en 6e position dans notre classement des aéroports les plus dangereux du monde. Les difficultés posées par sa piste exceptionnelle alimentent encore les conversations des pilotes. Il n'y avait aucune approche au monde qui présentait autant de difficultés que celle de Kai Tak. Kai Tak exigeait un atterrissage à vue. Les pilotes devaient identifier un repère au sol qui les guidait pendant leur approche. Si on venait de la mer, on atterrissait face aux montagnes. Si on venait des montagnes, on ne pouvait pas franchir leur sommet et descendre directement. Il fallait d'abord les longer et faire un virage. Ils se sont dit, comment aider les pilotes, surtout quand la visibilité est réduite. On va placer un gros repère à l'endroit où ils doivent commencer leur virage. Sur le flanc de la montagne, ils ont donc bâti un grand mur face à l'approche que les pilotes devaient suivre. Et ils y ont peint un damier rouge et blanc. Si vous voyiez le damier, vous aviez assez de visibilité pour virer et atterrir. Sinon, il fallait recommencer l'approche. Vous volez vers la montagne, vous suivez le balisage d'approche, à 400 pieds, vous virez et la piste apparaît. D'autre part, Kai Tak laissait peu de place au renoncement. La plupart des compagnies considèrent qu'en dessous de 500 pieds, on ne peut plus interrompre l'approche. Mais à Kai Tak, on ne peut même pas mettre les ailes à plat avant d'être descendu à 300 pieds. C'est pourquoi Hong Kong a connu une quantité incroyable d'atterrissages spectaculaires. Ces difficultés ont provoqué 14 accidents pendant la période où Kai Tak était en service. L'un des plus marquants s'est produit en 1993, quand un avion a dérapé sur la piste à l'atterrissage avant de finir sa course dans les eaux de la baie de Hong Kong. Personne n'a été tué, mais cet événement est venu rappeler combien Kai Tak était dangereux. Cet aéroport monopiste, 3e du monde en termes de trafic aérien, avait été poussé au-delà de ses limites. En 1998, la ville a donc ouvert un nouvel aéroport, Chek Lap Kok. La technologie et les aménagements de Chek Lap Kok en font un modèle pour beaucoup d'aéroports. Mais malgré ces systèmes de sécurité et ces moyens de détection des cisaillements de vent, qui sont encore rares, je reste nostalgique de Kai Tak. Les aéroports les plus dangereux du monde figurent tous sur notre liste pour une raison différente. Un trafic dense à proximité d'une zone fortement peuplée.
C'est le pire accident d'avion que la Californie ait connu. Et à l'époque, c'était le pire de l'histoire des États-Unis. Des défauts de conception. Bien que la piste soit parfaite, il est clair que si vous allez trop loin, ce sera catastrophique, parce qu'il y a un à-pic de 20 mètres. Et des approches difficiles, nécessitant des repères visuels pour atterrir. Si vous voyiez le damier, vous aviez assez de visibilité pour virer et atterrir. Sinon, il fallait recommencer l'approche. Il n'y a qu'un aéroport sur notre liste qui cumule pratiquement toutes ces difficultés. C'est le 5e, l'aéroport de Gibraltar. Situé à la pointe sud de l'Espagne, le rocher de Gibraltar garde l'entrée de la mer Méditerranée. Et c'est sa situation géographique qui rend cet aéroport dangereux. L'aéroport de Gibraltar a la particularité d'être cerné par la mer. Les yachts sont gênants. La météo est mauvaise. Le vent pose problème. Il y a des grands immeubles à côté. Il y a aussi un stade au sud de la piste. Gibraltar est unique. C'est un gros rocher perché sur un promontoire au sud de l'Espagne. Mais c'est un territoire britannique. Il a été conquis par la flotte anglo-néerlandaise en 1704. Ça irrite beaucoup l'Espagne. Mais bien sûr, Gibraltar a une importance capitale pour la Grande-Bretagne. Les deux pays se disputent le contrôle de ce territoire depuis des siècles. Par conséquent, l'Espagne n'a autorisé le survol de son espace aérien que récemment. L'utilisation de l'aéroport a entraîné un problème de contrôle de l'espace aérien. Et les dirigeants espagnols en ont fait une arme pour tenter de se débarrasser des Britanniques en déclarant « L'espace aérien qui se trouve au bout de la piste nous appartient ». Ça pose un problème aux pilotes. En effet, l'espace aérien espagnol se trouve juste à côté de la piste. Sans cette zone d'exclusion aérienne, on ne rencontrerait aucun obstacle et l'approche se ferait en ligne droite au-dessus de la mer, dans une direction comme dans l'autre. Il faut faire un virage serré à 90 degrés pour éviter l'espace aérien espagnol. Ça ne demande pas de compétences particulières, mais c'est une approche plus exigeante que dans la plupart des aéroports internationaux. Oscar Kilo Charlie, virez à droite, piste 09. Je vire à droite, piste 09, Oscar Kilo Charlie. Mais le plus gros problème pour les pilotes, ce sont les systèmes anticycloniques qui se forment au-dessus de la péninsule ibérique. L'aéroport de Gibraltar est battu par les vents, notamment par le Levante, un célèbre vent d'est humide qui souffle de la Méditerranée vers l'Atlantique. Quand il rencontre le rocher de Gibraltar, il forme un gros nuage lenticulaire qui donne l'impression que de la fumée s'échappe du sommet du rocher. Ce nuage stagne au-dessus de la ville, ce qui en soi n'est pas un problème pour les pilotes. Le plus ennuyeux, c'est le vent de sud-ouest. Il fait naître au-dessus du rocher des turbulences qui engendrent un puissant courant descendant à environ 300 pieds d'altitude pendant l'approche.
Si un vent de travers souffle sur la piste, il doit passer par-dessus le rocher. Il franchit le sommet, puis il redescend en provoquant de violentes turbulences. Et comme il contourne aussi la base de la montagne, vous avez un vent arrière à l'atterrissage. Donc vous perdez de la vitesse aérodynamique et de la portance. Vous chutez et vous devez pousser la manette des gaz. Il faut rester vigilant pendant toute l'approche. Et à l'instant où vous vous posez en pensant contrôler la situation, le vent qui descend du sommet s'abat sur vous et menace de vous retourner. Les gestes que vous devez faire changent constamment. C'est impossible à simuler. On peut préparer les pilotes mentalement, mais il faut le vivre pour comprendre ce que c'est. L'aéroport de Gibraltar a une particularité qui défie toute logique. Le plus frappant, c'est peut-être qu'une route à 4 voies passe au beau milieu de la piste. À chaque fois qu'un avion arrive, les barrières se baissent, la circulation est interrompue et la ville est rapidement paralysée par les bouchons, surtout quand les militaires font des exercices. Il m'est arrivé de voir la barrière baisser pendant plus d'une demi-heure. Quand une route fréquentée coupe une piste de l'aéroport, la vie des habitants tourne au cauchemar. C'est la barrière de l'aéroport. On l'a abaissée pour que les avions puissent atterrir ou décoller. Ça va durer une dizaine de minutes et ensuite la circulation pourra reprendre. On va franchir la barrière, elle vient de s'ouvrir. Il y a aussi des feux. La barrière est contrôlée par la tour de l'aéroport qui est juste en face. Et voici la piste. Elle est traversée par la route et elle mesure un peu plus de 1800 mètres. Évidemment, les touristes trouvent très étrange de devoir traverser une piste. On a eu des problèmes avec des piétons qui s'arrêtaient au milieu de la piste pour photographier leurs familles, le rocher, les avions, et ainsi de suite. Ils pensent qu'ils sont sur un grand parking, parce qu'ils ne remarquent pas toujours la tour de contrôle dans l'aérogare. Alors on entend une voix venant de la tour qui leur demande de circuler et de ne pas rester au milieu de la piste. Les conditions météo, l'approche difficile et le flot permanent de véhicules qui traversent sa piste valent à Gibraltar de figurer en bonne place dans notre classement. Certains des aéroports les plus extrêmes du monde sont entourés de montagnes ou nichés au cœur d'une métropole. D'autres présentent des défauts surprenants. Le plus frappant, c'est peut-être qu'une route à 4 voies passe au beau milieu de la piste. Mais au-delà de leur spécificité, ils ont tous une caractéristique commune. Un terrain dangereux. Le commandant de bord doit être évalué par un pilote inspecteur à l'atterrissage et au décollage. Le 4e aéroport de notre classement nous emmène sur une plage exotique. C'est l'aéroport Princess Juliana à Saint-Martin. L'île de Saint-Martin se trouve au sud-est de Miami. C'est la plus petite île habitée du monde, divisée entre 2 nations.
La France et les Pays-Bas se partagent les 90 km² de cette destination touristique, ce qui génère un trafic aérien particulièrement dense pour cette porte d'entrée des Caraïbes. L'aéroport est très fréquenté. L'île accueille 1 700 000 touristes par an. La raison principale de cet engorgement, c'est que Saint-Martin est une plateforme de correspondance. Beaucoup de voyageurs doivent passer par ici pour se rendre dans les îles voisines. La congestion du trafic n'est qu'un des facteurs qui rendent cet aéroport dangereux. La topographie de l'île constitue la principale difficulté. D'un côté de la piste, il faut faire une ascension rapide après le décollage pour éviter le relief montagneux. Les avions doivent monter en pente raide parce que les montagnes font près de 400 mètres de haut. Ils doivent s'en éloigner le plus vite possible. Il ne faut pas oublier que ces avions sont remplis de passagers et de bagages et qu'ils transportent parfois du fret. Le pilote a la tâche délicate de faire décoller l'avion en toute sécurité et heureusement, il n'y a jamais eu d'accident à cet endroit. Et de l'autre côté de la piste, les avions en approche passent juste au-dessus de la plage. Saint-Martin est un aéroport encombré. Le trafic y est aussi dense que dans les autres îles des Caraïbes, et même un peu plus. Sa particularité, c'est que la trajectoire d'approche passe tout près des hôtels, des gens qui marchent sur la plage et des voitures qui passent en bout de piste. Cette plage est l'une des plus fréquentées de l'île et les roues des avions passent à seulement quelques mètres au-dessus de la tête des clients du bar local. L'approche est si basse que c'est sans doute le meilleur endroit au monde pour observer des avions. La principale attraction de l'aéroport, c'est le bout de la piste et le célèbre Sunset Bar. La plupart des gens aiment le soleil, la mer et l'ambiance de la plage. Le Sunset Bar réunit tout cela. On y trouve même une planche de surf sur laquelle figurent les arrivées. Pour passer le temps, certains escaladent les clôtures. Tour de contrôle November 606, prêt au départ, piste 27. Le plus grand danger de Princess Juliana, c'est ce rituel local qui se déroule en bordure immédiate de l'aéroport. Des amateurs de sensations fortes escaladent la clôture, se cramponnent au grillage, attendent que les pilotes mettent plein gaz pour le décollage, puis ils se préparent pour la pire tempête de leur vie. Prêt au décollage. American 667, autorisé décollage, piste 01. Bien reçu, autorisé décollage, piste 01. Bien reçu. Je crois que c'est le seul aéroport au monde où on peut s'approcher si près de la piste et sentir le souffle des réacteurs d'un avion, comme le Boeing 747, qui est un appareil très puissant. Il peut littéralement retourner une voiture. Je pense qu'ils sont dingues, mais ce n'est que mon avis. J'ai vu des gens projetés dans l'eau après un vol plané de plus de 15 mètres. Je vais essayer celui qui est là-bas. Il est énorme, mais je crois que je peux y arriver. Je suis curieux de savoir ce que ça fait de sentir le souffle des réacteurs d'un 747 de si près. On va bien voir ce que ça donne. Moi qui me suis trouvé dans le cockpit d'un 747, je n'aimerais pas être derrière. Cette masse de 350 tonnes passe de 0 à 330 km/h en une longueur de piste. Ces gens prennent de gros risques.
C'était marrant. Au début, ça fait mal, mais après, ça passe. C'est comme un gros ouragan. Tout à coup, on reçoit plein de sable, de terre, de poussière et de gravier sur le visage et sur le corps. Et ce n'est pas tellement agréable. Mais c'est sympa de monter sur le grillage avec tous ces gens. Tout le monde crie en chœur. C'était une expérience plutôt marrante. Au bout de la piste, il y a des panneaux qui déconseillent au public de rester à cet endroit quand les avions décollent. Mais les gens n'en tiennent pas compte. Même si c'est très dangereux, ils veulent avoir des sensations fortes. Alors ils y vont quand même. Franchement, je pense que ce petit jeu va continuer. Parce que grâce à la compétence des pilotes qui se concentrent sur la piste et sur leur approche, personne n'a atterri trop court en tuant des centaines de touristes d'un seul coup. Il n'y a encore jamais eu d'accident. Mais le jour où ça arrivera, on installera des barrières plus hautes, on enlèvera les planches de surf et les gens s'éloigneront du grillage. Les aéroports les plus dangereux imposent des prises de risques exceptionnelles. Certains ont un ciel saturé. D'autres, des circuits d'approche au-dessus de zones très peuplées. Celui-ci a une piste incroyablement courte. Saint-Barthélemy, alias Saint-Barth, occupe la 3e place de notre classement. Véritable saut de puce depuis le hub de Saint-Martin, ce vol de 12 petites minutes peut paraître très long. Seuls les durs à cuire peuvent encaisser le vol. Il dure 10 à 12 minutes, mais l'approche jusqu'à la piste est vraiment une expérience qui décoiffe. Personnellement, j'adore me poser ici. Mais après l'atterrissage, j'ai vu des passagers descendre de l'avion, se mettre à genoux et embrasser le sol à Saint-Barth. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte du nombre de vols d'entraînement que les pilotes doivent effectuer avant de pouvoir se poser à Saint-Barth. Et ils commencent par des survols. On en a eu certains qui pensaient pouvoir atterrir ici en n'ayant ni expérience ni entraînement spécifique. Et ça a donné lieu à quelques mésaventures. Cet atterrissage, filmé en 2009, souligne la difficulté qu'il y a à se poser sur cette piste de seulement 640 mètres. Plutôt pas mal. Là, il faut qu'il s'arrête. Wow. C'est pas bon. Ça craint. Heureusement, ces mésaventures n'ont jamais été mortelles. Il ne faut pas sous-estimer cette piste. Il faut avoir beaucoup d'heures de vol, être très entraîné et être titulaire d'une qualification de site pour atterrir à Saint-Barth. Piste 28, Tango Whiskey. Ça se présente bien. 28, finale courte. Le problème se complique encore à cause du circuit d'approche. L'aéroport de Saint-Barth est unique parce qu'il faut un brevet spécifique pour s'y poser. La piste est courte et entourée par des collines sur 3 côtés. L'approche au-dessus de l'océan est facile, mais on ne peut pas faire de remise de gaz, parce qu'il est impossible de remonter par-dessus les collines. Il y a des problèmes de vent et en plus la piste est en pente. Et la circulation routière sur le rond-point qui se trouve sous la trajectoire d'approche n'arrange rien. Si quelqu'un se met sur la trajectoire d'approche, il faut qu'on le contourne, et c'est très dangereux.
Certains pilotes n'y arrivent jamais parce qu'il faut être doué avec le manche à balai. Il faut une très bonne coordination œil-main et une très bonne habileté motrice. C'est très important de s'entraîner ici avec des conditions de vent différentes. Il ne faut pas faire la formation en une journée, parce qu'en un jour, on rencontre rarement toutes ces conditions. Ça souffle du sud. D'accord. Le vent a tourné. Super. On s'arrange pour que l'accès soit compliqué. C'est un endroit difficile, qui exige d'avoir des compétences particulières. Il n'a pas été prévu et ne le sera jamais pour des avions de grande taille. 100 nœuds, 500 pieds. Pile au bon endroit. Vitesse sol, 100 nœuds. Maintenant, il faut que l'aile gauche rase le sol. Pour nous, ces gens ne sont pas des pilotes, mais des aviateurs. Un pilote qui décroche son brevet dans les Caraïbes a une formation qui lui permet d'aller n'importe où dans le monde aux commandes de n'importe quel avion. Les aéroports les plus dangereux du monde présentent des défis pour les pilotes. Les 7 derniers de notre top 10 ont été choisis à cause de la saturation. C'est l'aéroport commercial monopiste le plus fréquenté du pays. De l'emplacement. L'aéroport le plus dangereux que j'ai fréquenté est Madère. De l'altitude. Vail est l'un des aéroports les plus difficiles des États-Unis, voire de l'hémisphère nord. De la configuration. La piste de Courchevel s'achève par un tremplin. On dirait un grand 8 de parc d'attractions. De l'approche difficile. Il n'y avait aucune approche au monde qui présentait autant de difficultés que celle de Kai Tak. De la circulation routière. Le plus frappant, c'est peut-être qu'une route à 4 voies passe au beau milieu de la piste. Des rituels étranges. J'ai vu des gens projetés dans l'eau après un vol plané de plus de 15 mètres. Et de la longueur de la piste. J'ai vu des passagers descendre de l'avion, se mettre à genoux et embrasser le sol à Saint-Barth. L'aéroport suivant sur notre liste se trouve au cœur de l'Amérique centrale. Tegucigalpa, la capitale du Honduras, se niche au milieu des montagnes extraordinaires de la Sierra Madre. C'est dans cette ville que se trouve l'aéroport international de Toncontín, code TNT. Il occupe la 2e place de notre classement. La première fois que je suis arrivé à Tegucigalpa, ça m'a fait un choc. Vraiment. Vous avez vu le relief du coin? C'est l'endroit idéal pour qu'il y ait un accident. Pour moi, c'est l'aéroport qui a la configuration la plus périlleuse. Tout le monde a peur. Et ce qu'il faut apprendre, c'est à contrôler cette peur. Tegucigalpa a l'honneur d'être l'aéroport international équipé de la piste la plus courte pour recevoir des vols commerciaux. Il faut rester extrêmement humble devant cet aéroport. Même par beau temps, même avec un avion neuf, même dans des conditions optimales, le TNT peut vous péter à la figure. Ici, les difficultés ne manquent pas. Mais c'est la conjugaison de l'approche et de la piste qui rend cet aéroport aussi dangereux. Les avions doivent rapidement réduire leur hauteur lors de l'approche. Non seulement à cause du relief,
mais aussi à cause de la longueur très limitée de la piste, qui se termine en plus par un précipice d'une vingtaine de mètres. On entraîne chacun de nos pilotes qui vient ici. L'aéroport est entouré de montagnes et on utilise des repères au sol. Ça peut paraître étrange à ceux qui pensent que les pilotes volent en permanence aux instruments, mais on va d'une colline à une autoroute, puis de l'autoroute à une maison avec piscine. C'est une chasse au trésor. On cherche l'indice suivant qui permet d'aller jusqu'à l'aéroport. Il y a une marque sur la piste, et environ 150 mètres plus loin, il y en a une deuxième. Si on ne touche pas le sol entre les deux, il faut faire une manœuvre qu'on appelle une remise de gaz. On redécolle et on retente l'atterrissage. Le fait que la ville soit en zone montagneuse ne fait qu'ajouter au danger. Les nuages surgissent rapidement de derrière les crêtes, réduisant la visibilité et modifiant le parcours des vols. Ça n'a jamais été plus évident que par un matin pluvieux de 1989. À ce jour, ça reste le pire accident d'avion du pays. D'après ce que je sais, et vu la trajectoire de vol telle qu'elle est décrite dans le rapport, l'équipage n'a pas réussi la procédure de descente par palier prévue pour l'approche compte tenu du relief. Et l'avion s'est écrasé. « 127 des 146 personnes qui se trouvaient à bord trouvent la mort. Allez savoir pourquoi c'est arrivé. La trajectoire de vol indique clairement que l'équipage a raté chaque point bas prévu pour la descente par palier, pendant toute l'approche. Cette manœuvre est clairement définie et il faut la suivre rigoureusement. Malheureusement, il y a eu d'autres accidents. Comme en 1997, lorsqu'un avion cargo de l'armée de l'air américaine a atterri trop long. Bilan, 3 morts. Ces tragédies rappellent combien il est difficile de s'opposer à Tegucigalpa. Mais pourquoi Toncontín est-il aussi difficile à négocier? Ici, il faut faire appel à ses talents de pilote, à tout son entraînement. Il faut bien savoir diriger l'avion et l'approche se fait en manuel. C'est ce qu'on va vous montrer aujourd'hui. Il y a un Airbus de l'Ataka qui arrive. Le train d'atterrissage est déjà sorti parce qu'on va doucement à cet endroit. Les volets sont déployés pour ralentir l'avion. Il va faire un grand virage. Très bientôt, il va tourner nettement plus serré sur sa gauche. Ça va lui permettre de s'aligner sur la route principale qui passe au pied des collines. Là, il sera à environ 180 mètres au-dessus de l'aéroport et à 60 mètres au-dessus du relief. À ce moment-là, le rythme cardiaque commence à accélérer. Le pilote observe l'aéroport. Il cherche l'entrée de la zone de posée, la bande blanche qui est à l'extrémité de la piste. Et il vérifie que son approche va le conduire exactement à cet endroit. Le sol est environ à 45 mètres en dessous de lui. Très bientôt, il va de nouveau tourner à gauche et s'aligner sur la piste. Là, il est aligné et il vise la zone de posée. Il doit toucher le sol au niveau des bandes blanches. Maintenant, il est à une dizaine de mètres du sol. Ça devrait être bon. Voilà, parfait. Les inverseurs de poussée et les destructeurs de portance des ailes sont actionnés pour freiner. L'objectif, c'est d'amener 188 passagers à bon port. Ils comptent sur vous pour que vous les transportiez en toute sécurité jusqu'à un aéroport difficile à négocier. Mais certains atterrissages tournent mal, comme en mai 2008. Il y avait des nuages. Le pilote a fait une première tentative, mais ça n'a pas marché. Il nous a dit qu'il avait tenté d'atterrir, qu'il n'avait pas réussi, mais qu'il allait réessayer. Il ne fallait pas qu'on s'inquiète et il nous tiendrait informés.
Une première approche à Tegucigalpa, ça met beaucoup de pression. En cas d'échec, je conseille d'aller se poser sur un terrain de dégagement. Parce qu'à la deuxième tentative, la vision se réduit. La capacité de décision se réduit. On a peur, tout simplement. Le vent soufflait du sud vers le nord, ce qui a fait accélérer l'avion une fois qu'il a été au sol. Les contrôleurs ont suggéré d'atterrir dans l'autre sens, face au vent, mais le pilote a refusé. Pourquoi le pilote a-t-il choisi de faire comme ça? Malheureusement, lui seul le sait, et il n'est plus de ce monde pour nous le dire. On a touché le sol à la perfection, on s'en est à peine rendu compte. Mais juste après, on a senti que le pilote freinait très violemment. Puis, pendant une fraction de seconde, on a eu l'impression que ça ne freinait plus du tout. Et après, c'était comme si on était tout en haut du Grand 8 et qu'on retombait. Il s'est posé vent arrière, il a touché la piste aux 3/4 de sa longueur, et il est sorti. Il est tombé du côté de la ville qui se trouve en contrebas. Il n'y a pas moyen d'aller à droite, à gauche ou plus loin. On saute dans le vide. L'avion est tombé dans le vide, des gens se sont mis à crier, et l'appareil s'est arrêté sur la route où il y avait de la circulation. Il y avait de la fumée en cabine, des affaires tombaient des coffres à bagages. Il y a eu quelques secondes de silence complet, où tout le monde se demandait s'il était encore en vie, ce qui s'était passé. La chute de 20 mètres fait seulement 5 victimes, 3 à bord et 2 à l'extérieur. J'ai toujours de l'appréhension quand je monte à bord d'un gros avion. J'essaie toujours de prendre des petits appareils qui se posent et s'arrêtent rapidement. À bord d'un gros porteur, je ressens encore beaucoup d'appréhension. Malgré les progrès de l'aéronautique moderne, les sorties de piste restent fréquentes. Depuis 1984, il y en a en moyenne 3 à 4 par mois. Mais des mesures sont prises pour améliorer la sécurité. Ainsi, une vingtaine d'aéroports américains sont équipés d'un système baptisé IMAS. IMAS est un sigle désignant une barrière d'arrêt. Il s'agit de blocs fabriqués dans un matériau appelé béton cellulaire qui s'écrase sous le poids d'un avion pour le ralentir et le stopper en toute sécurité. Il a déjà servi un certain nombre de fois et il n'y a jamais eu aucun blessé à déplorer. Donc il fonctionne comme prévu. À Tegucigalpa, on a pris d'autres mesures pour éviter une nouvelle tragédie. Après 6 semaines de fermeture, la piste a été rallongée de 275 mètres grâce à l'arasement d'une colline, ce qui a permis de modifier l'approche pour la rendre moins raide. L'aéroport était très différent d'aujourd'hui. La piste n'était pas aussi longue. Avant, là où se trouve le portail en bois, il y avait une nationale qui était très fréquentée. Il y avait des autobus, des gros camions qui passaient. Pour séparer la circulation routière et le trafic aérien, on a installé 2 feux de signalisation. Et il y a même eu des vigiles chargés de surveiller que les véhicules s'arrêtaient bien pour laisser passer les avions. Malgré ces aménagements, le danger n'a pas totalement disparu. Les défis n'ont pas changé. On doit toujours faire attention au relief alentour, à la météo et à la longueur de la piste. Ces améliorations sont cosmétiques. Le cancer est toujours là. Les montagnes sont toujours là. La piste est la même.
Je ne peux pas m'empêcher d'être surpris de constater que malgré la quantité de vols et le nombre d'années, il y ait eu très peu d'accidents. Je pense que les pilotes aiment les défis. C'est quelque chose d'inné chez eux. Ça ne veut pas dire qu'ils sont imprudents, mais ils adorent les défis. Et ici, on peut mettre en application tout le savoir-faire qu'on a acquis au fil des années. Si vous vous y prenez bien, c'est magnifique. Si vous vous y prenez mal, vous devez repartir et faire mieux la deuxième fois. Il n'y a qu'une toute petite marge d'erreur. Vous avez vu le rituel unique au monde de la clôture. Le phénomène venteux de Gibraltar, le Levante. Des tragédies dans des montagnes et sur une plage. Certaines imputables à la météo, d'autres à la saturation. Pourtant, aucun des aéroports de notre liste n'arrive à la hauteur de celui-ci. Notre numéro 1 se trouve au Népal, à Lukla. L'aéroport de Lukla réunit tous les éléments dont on a parlé. Et c'est ce qui fait qu'il est aussi dangereux. Il y a l'altitude, les montagnes, le cisaillement de vent, les turbulences, la piste courte, la météo capricieuse. C'est un des plus dangereux. Baptisé officiellement aéroport Tenzing Hillary, il tient son nom des premiers alpinistes à avoir gravi l'Everest, Sir Edmund Hillary et le Sherpa Tenzing Norgay. Connu de tous sous le nom de Lukla, il se situe en altitude dans le nord-est du Népal, au cœur de l'Himalaya. Il y a 30 vols quotidiens entre Katmandou et Lukla. Bien que les deux villes ne soient distantes que de 135 km, elles ont droit à des conditions météorologiques parfois radicalement différentes. Situé à 2860 mètres d'altitude, Lukla, un des aéroports les plus hauts du monde, est la porte de l'Everest. La piste de seulement 487 mètres se termine par un précipice de plus de 600 mètres. Beaucoup de gens trouvent ça fou d'atterrir ici. Et ils sont vraiment très étonnés, choqués même, quand ils découvrent la piste. Les touristes qui viennent au Népal veulent voir l'Everest. Donc ils se disent que l'aéroport doit être difficile d'accès. Mais quand ils voient la piste, ils ont encore plus peur. Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Quand j'ai vu le tarmac, j'ai cru que j'allais mourir. Au début, j'ai vu les montagnes. Et juste après, je me suis demandé où on allait se poser parce qu'on ne voit que des crêtes rocheuses et des vallées. Il n'y a rien de plat. Et quand j'ai vu qu'on n'allait même pas atterrir sur une crête, j'ai failli tourner de l'œil. La piste semble en côte, comme si elle voulait escalader les sommets qui se dressent derrière. La pente faisant 21%, on grimpe d'une trentaine de mètres d'altitude entre les deux extrémités de la piste. On a du mal à se dire que c'est là qu'on va se poser. La piste paraît trop courte. Ça paraît anormal de se poser sur une piste qui monte. On ne s'attend pas à ça. Même si on a lu des trucs dessus, on n'imagine pas à quel point ça fait peur. En fait, la pente de la piste facilite le freinage des avions. Quand on arrive à Lukla, on est dans un cul-de-sac. Si on ne pose pas l'avion au dernier point de toucher des roues, le nez va percuter la paroi rocheuse.
On n'a ni le droit d'atterrir trop long, ni de faire une remise de gaz. C'est dingue. Compte tenu de ces complexités, les pilotes effectuent toujours les manœuvres avec la plus grande précision et un maximum de précaution. Ici, on repart à zéro. Un pilote qui exerce ailleurs dans le monde ne peut pas venir à Lukla comme ça. Il doit apprendre à travailler dans cet endroit. C'est comme pour les randonneurs. Quand ils arrivent, ils doivent s'acclimater à l'altitude. Eh bien, aucun pilote ne peut travailler ici sans le feu vert des instructeurs. Il faut avoir de l'expérience pour voler ici. Les commandants de bord doivent d'abord se qualifier pour l'approche de Lukla et tous n'y arrivent pas. En octobre, la haute saison, près de 500 passagers vont et viennent chaque jour dans cette partie du toit du monde. L'approche vers Lukla peut se transformer en piège en raison de la baisse de la puissance des moteurs due à l'altitude. En effet, une fois qu'on entame la manœuvre d'atterrissage, on ne peut plus faire demi-tour. Il faut travailler en coordination avec le personnel au sol, car tout le monde doit être prêt. Dès qu'un avion vient de décoller de Katmandou, on déclenche la sirène pour avertir les équipages et les passagers qu'un vol vient de partir de là-bas. La piste servant de raccourci pour aller au village, la sirène indique qu'il faut dégager les lieux. Quand on entame l'approche à plus de 9300 pieds, on est au point de non-retour. On ne peut pas atterrir trop long et on ne peut pas repartir. Il faut arriver à se poser. On n'a pas le choix. Les aéroports les plus dangereux nous ont permis de faire le tour du monde. En voici la liste. Numéro 10, le Lindbergh Field de San Diego. 9, l'aéroport de Madeira Funchal au Portugal. Numéro 8, l'aéroport d'Eagle County près de la station de ski de Vail dans les montagnes Rocheuses. 7, Courchevel dans les Alpes françaises. 6, le légendaire aéroport de Kai Tak à Hong Kong. 5, l'aéroport international de Gibraltar. Numéro 4, l'aéroport Princess Juliana de Saint-Martin. 3, Gustave III à Saint-Barthélemy. Numéro 2, l'aéroport de Toncontin à Tegucigalpa. Et en haut de notre liste, la porte de l'Everest, Lukla au Népal. Cet aéroport nommé Tenzing Hillary rappelle non seulement l'exploit que ses pionniers ont accompli, mais aussi que le Néo-Zélandais a œuvré à sa construction. S'il considérait que la piste permettait aux alpinistes d'arriver plus vite au camp de base de l'Everest, il voulait également aider les habitants. Le désir de Sir Edmund Hillary était de donner quelque chose en retour à cette société qu'il aimait tant. Il voulait faire construire des écoles. Mais pour que les enfants aient des manuels scolaires, il fallait les acheminer par avion. Donc, il fallait trouver un endroit adéquat. Edmund Hillary a acheté le terrain, qui appartenait à des Sherpas, pour construire l'aéroport. Avant, il n'y avait que des cailloux, des arbustes et des petits arbres. La journée, les Sherpas cassaient les cailloux, ils débroussaillaient. Et la nuit, une centaine d'entre eux marchaient d'un bout à l'autre de la piste pour l'aplanir. Sir Hillary leur fournissait de l'alcool local. Ils en buvaient, puis ils montaient et descendaient pendant toute la nuit pour aplanir la piste.
La construction s'achève en 1964 et l'aéroport est ouvert depuis cette date. À Lekla, il n'y a aucune route et aucun véhicule. Les seules machines, ce sont les avions. L'approvisionnement de la région dépend totalement de l'aéroport. Le riz, les médicaments, le savon, les produits quotidiens. Toutes les habitations du village ont des toits en métal. Ces matériaux sont apportés par avion ou par hélicoptère. 70% de la région n'est toujours pas accessible par voie terrestre. Donc, il n'y a pas moyen de circuler, sauf avec un aéronef. La plupart des gens d'ici ne savent pas à quoi ressemble une voiture, mais ils peuvent vous dire ce qu'est un avion, parce qu'ils en voient depuis qu'ils sont tout petits. Si Lekla s'est quelque peu modernisé, la piste a notamment été goudronnée en 2001, l'aéroport est toujours aussi difficile à négocier. Compte tenu de l'altitude, la météorologie constitue un défi permanent. La météo est complètement imprévisible. Généralement, le matin, le temps est clair. C'est pour ça qu'on fait décoller et atterrir la plupart des avions à ce moment-là. Le matin, habituellement, c'est dégagé et le vent souffle moins fort. L'après-midi, les nuages s'amoncellent petit à petit et le soir, c'est couvert. C'est pour ça que les vols ont surtout lieu tôt le matin. Quand le temps est au beau fixe, il y a des turbulences, et quand il ne l'est pas, c'est qu'il y a des nuages. Donc l'approche est toujours difficile et il faut savoir exactement ce qu'on a à faire. Malgré toutes les mises en garde, il y a tout de même eu plusieurs accidents au fil des années, dont 4 entre 2004 et 2010. Le plus récent a eu lieu un matin d'octobre 2008. C'est un aéroport non contrôlé. On ne donne pas d'autorisation aux pilotes pour atterrir ou décoller. On les informe simplement de la météorologie et des conditions de piste. Ce matin-là, on avait signalé qu'il y avait du brouillard en dessous du niveau d'approche. Un pilote a quand même continué son vol et je crois qu'il a été surpris par la façon dont le brouillard a gagné en altitude. Il a perdu toute visibilité. L'avion était dans la finale. On l'a vu réduire son altitude. Et soudain, le brouillard est monté. On attendait de voir l'avion sortir de la brume, mais il volait trop bas. On a vu des flammes. Il y avait 19 personnes à bord et 18 sont mortes. Il n'y avait qu'un survivant, le pilote. Il hurlait de douleur. Le temps a passé depuis que cet avion s'est écrasé. L'essentiel de l'épave a été dégagé, mais vous voyez qu'il reste encore beaucoup de débris. Par exemple, il y a la montre d'un des passagers. Si on la dégageait, on pourrait certainement lire l'heure exacte de l'accident. On a du mal à croire qu'elle était au poignet de quelqu'un. Elle est toute brûlée. La cause exacte de l'accident reste indéterminée, mais son bilan, 18 victimes, rappelle combien il est périlleux de se poser à Lekla. C'est un aéroport dangereux à cause du nombre de difficultés. D'abord, il y a la météo, les nuages, la pluie, le givrage, la neige, et le vent qui joue un grand rôle. Autre facteur, le relief.
C'est une région accidentée. Ça se voit, on vole au milieu des montagnes. Et ensuite, il y a la piste en côte. Il faut être très précis. Mettez tout ça dans une tasse, buvez votre potion et essayez d'atterrir ici en ayant tout ça à l'esprit.